Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan, a présidé à Douala cette semaine qui s'est achevée la 5e édition du Cameroun Business Forum. Une édition qui avait pour thème central l'accélération de la facilitation des procédures pour asseoir les jalons de l'émergence. Une session qui s'est tenue dans un contexte marqué par la chute de 14 points du Cameroun dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Marius Barra, économiste et vice-président de la Camerounaise des PME, est l'invité de la rétrospective de l'actualité sur Canada International. La femme a encore fait parler d'elle cette semaine à travers la semaine à elle consacrée. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, elle a montré aux yeux de l'homme qu'elle n'est pas un sexe faible, qu'elle peut, elle aussi, au même titre que l'homme, occuper des mêmes postes de responsabilité et faire mieux. Qu'elle a un rôle majeur à jouer pour relever les défis afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Solange Ngo, qui est professeure de français et censeur au lycée d'Aquanor, ici à Douala, est l'invitée de la rétrospective sur Canada International. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la retrouve. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité, bien évidemment, par cette 5e session du forum qui s'est tenu à Douala, du Cameroun Business Forum, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, un forum qui arrive au moment où le Cameroun a chuté de 14 points de place dans le classement Doing Business. Alors, Monsieur Marius Barra, vous qui êtes économiste, comment peut-on analyser cette chute du Cameroun dans un contexte pareil? Disons que cette chute peut s'analyser par la situation économique de notre pays. Vous savez, les classements sont faits en fonction des résultats que vous avez sur le terrain. N'oubliez pas que la 5e édition du Cameroun Business Forum a bien rappelé que seulement 41% des résolutions de la dernière session, la 4e, ont été atteintes. Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, sans oublier les 14 points que nous avons perdus au classement Doing Business, sans oublier également le mauvais rating que nous avons auprès des investisseurs étrangers, puisque dans le Business Climate Survey, on considère que 75% des hommes d'affaires investissant au Cameroun trouvent que le climat des affaires n'est pas sain, n'est pas serein. Donc nous comprenons que l'urgence, encore une fois, c'est de mettre l'économie au centre des préoccupations des pouvoirs publics pour que cette émergence dont on parle tant au niveau des pouvoirs publics soit effective à compter de maintenant. Il ne faut pas attendre 2035 pour que cela devienne une réalité. Mais il y a des mesures qui sont prises pour alléger les procédures, pour faciliter l'investissement. Alors, est-ce qu'il faut passer du discours à l'acte? Justement, vous savez, le chef de l'État, dans l'un de ses récents discours, a bien dit l'heure est à l'action. Ça veut bien dire que assez des discours, il faut passer aux actes. Je rappelle quand même que les procédures, il y a depuis un bon bout de temps qu'on a essayé d'améliorer ces procédures. Vous savez que le guichet unique du commerce extérieur a été mis en place et beaucoup de choses ont été faites à ce niveau-là. Mais nous continuons de dire, vous savez, l'économie, c'est pas très compliqué, c'est simple. Il faut partir d'un postulat qui est le même pour tous les pays qui sont développés. C'est l'entreprise qui crée la richesse. C'est l'initiative privée qui crée de l'emploi. Si vous partez de ce principe-là, vous ajoutez un deuxième postulat que c'est l'État qui est au cœur du jeu, c'est l'habit, c'est le régulateur, c'est le concept qu'on appelle l'État développementiste. Si c'est l'entreprise donc qui crée de l'emploi, donc il faut tout focaliser sur l'entreprise. Dans notre pays, il ne faut pas l'oublier, nous avons 105 000 entreprises formelles, 400 000 informelles. Dans les 505 000 entreprises que nous avons, 99% sont des petites et moyennes entreprises. Donc il faut donc mettre le curseur au bon endroit sur les petites et moyennes entreprises. Et les PME dans notre pays, c'est deux choses pour que ça marche. La structuration et le financement. Première chose, le financement. Les banques ne financent pas les petites et moyennes entreprises de notre pays. Donc, il faut mettre l'accent sur ce point-là pour que le financement suive. La banque des PME qui arrive devrait logiquement faire ce travail-là. Mais deuxième chose, pour que ce financement-là ne ressemble pas à ce qui s'est fait avant dans le CAME, dans le FOGAP, c'est-à-dire de l'argent que l'on donne aux gens sans savoir exactement ce qu'ils vont réellement faire. C'est pour ça que nous, à la Camerounaise des PME, nous avons mis sur pied un concept très simple qui s'appelle l'externalisation. Faire en sorte que la gestion des petites et moyennes entreprises soit confiée à des cabinets experts qui accompagnent les PME. Puisque nous avons fait le recensement parmi nos membres et ceux qui ne le sont pas encore. 56% des promoteurs de PME ont le niveau du CEP. Donc, il est impossible pour eux de gérer convenablement une entreprise. Or, la gestion est un art. Il faut la laisser, la gestion, à des artistes. Donc, nous proposons, avec les 8 cabinets qui sont associés à la CPME, d'accompagner l'État via cette banque des PME, d'accompagner les PME en assurant cette externalisation. Donc, avec la structuration, l'externalisation, nous avons là 2 solutions idoines qui permettront
de mettre en place l'autre projet que nous avons à la CPME qui s'appelle le plan Marshall tropicalisé, c'est-à-dire quoi? Injecter massivement de l'argent pour les petites et moyennes entreprises pour que si on a à peu près 50 milliards, voire 100 milliards qui sont mis à la disposition des PME, imaginez qu'il y ait 1000 PME par région, ça fait 10 000 PME. Vous donnez 10 millions à chacune, ça fait 100 milliards. 100 milliards, c'est 10% du budget d'investissement public. C'est moins que l'emprunt obligataire qu'on a levé. Donc, si la volonté politique va dans ce sens-là, vous allez faire en sorte que 10 000 entreprises dans ce pays se développent. Vous voyez, c'est ce que nous appelons en économie l'effet flipper. Donc, l'économie de développement va s'ouvrir de partout et permettre à ce que ce pays décolle. Puisque nous pensons foncièrement que le starting block, c'est-à-dire le levier principal de l'émergence de notre pays, c'est la petite et moyenne entreprise. Donc, toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement sont de bonnes mesures, mais ne vont pas, au bout de la logique, ne vont pas dans le bon sens. Puisque beaucoup de structures ont été créées, beaucoup de procédures ont été mises en place, mais il reste un problème. Ce sont les hommes pour animer ces structures et pour monitorer ces méthodes de travail. C'est ce que nous demandons avec les propositions que nous faisons. Nous avons retrouvé Jean-Christian Akam et Martin Luther Ndjemo qui ont assisté à l'ouverture de cette 5e édition du Cameroun Business Forum à Douala. Voici leur compte rendu. Placé sous le signe de l'accélération et de la facilitation des procédures pour asseoir les jalons de l'émergence, cette 5e session du Cameroun Business Forum est ouverte à Douala par le Premier ministre. Recommandation forte, que les leviers susceptibles d'améliorer la notation du Cameroun soient identifiés. Un moyen moderne et efficace pour parvenir à l'éclosion au Cameroun d'un secteur privé dynamique, moteur de croissance et d'emploi décent. Ce 6 mars, la Société financière internationale est favorable à la mise sur pied d'un tribunal du commerce et d'un mini-plan d'urgence, question de réduire les coûts de transfert de propriété. En bonne place, l'achèvement du programme dit de dématérialisation du guichet unique. Que tout ce qui mine un peu la situation au Cameroun et qui a contribué au déclassement de notre système, c'est d'abord, premièrement, le manque d'information. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais malheureusement, on n'arrive pas toujours à informer l'extérieur. Il y a cela. Et deuxièmement, nous souhaitons qu'il soit accordé un système de contrôle de nos procédures et de réduire ce que nous avons toujours appelé la lenteur administrative. Quand vous avez par exemple des factures, des recouvrements de factures, on vous demande des pourcentages et c'est la corruption. C'est vrai que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts dans la lutte contre la corruption, mais il faut qu'on essaie de regarder à petite échelle. Au nom de tout le secteur privé, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat est préoccupé entre autres par la réforme du Cameroun Business Forum, l'amélioration de la gouvernance et la visibilité du Cameroun sur le plan international. Le pays a perdu 14 points au rapport Doing Business 2014. Alors, M. Barra, tout à l'heure, nous parlions des hommes qui devraient être capables d'implémenter cette nouvelle dynamique. Mais on se rend quand même compte que, mine de rien, l'État s'est activé, l'État a mis en place des facilités, mais on se rend compte que ces facilités-là ne réussissent pas toujours à assainir ce climat des affaires. On parle par exemple d'une centrale pour la facilitation de la création des entreprises opérationnelles. On parle aujourd'hui d'une structure qui peut permettre à chaque opérateur économique de pouvoir avoir un permis de bâtir en moins de 30 jours. Est-ce que cela est possible aujourd'hui au Cameroun? Disons que c'est ce que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a annoncé, mais vous savez, ceux qui sont sur le terrain en doute fortement. Bon, notre point de vue n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Tout ce que nous disons, vous savez, le management, c'est 3 choses. C'est un trépied simple. Ce sont des méthodes, ce sont des structures et ce sont des hommes. Beaucoup de structures ont été mises en place par le gouvernement. La bourse de sous-traitance, le centre de formalité de création des entreprises, le centre de gestion agréé, etc., etc. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les structures qui manquent. Beaucoup de méthodes ont été mises en place. Le gouvernement s'est lancé sur la voie de la planification stratégique. Ça, c'est le DSE. Sur la voie de la gestion axée sur les résultats, c'est le Promaga. Donc, il reste un problème. Le troisième levier qui pose problème, c'est celui des hommes. Donc vous voyez très bien que c'est à ce niveau qu'il faut. Il faut complètement revoir le logiciel de formatage de la gouvernance économique de nos pays. Ça veut dire quoi? Réussir ce que les autres pays qui ont émergé ont fait, c'est-à-dire une jonction entre le secteur public et le secteur privé. Arrêtez de penser que la gestion administrative de l'économie est la meilleure. Il faut laisser l'économie à des experts, à ceux qui savent exactement ce que c'est que l'économie. Parce que l'économie, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. C'est ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on a implémenté sur le terrain. L'avantage des cabinets comme ceux qui accompagnent ces PME, c'est justement, ce sont des gens qui ont été en entreprise, qui aujourd'hui sont propriétaires de cabinets et qui accompagnent des promoteurs sur le terrain. C'est pour ça que cet alliage
entrepreneur, technicien de la chose, de la gestion, permet à ce que ce pays et notre organisme puissent aller de l'avant. Mais alors là, vous touchez du doigt le problème névralgique, mais pourquoi l'État ne ressent pas ses efforts et son énergie vers ce secteur qui est pourtant porteur, puisqu'il vous fait confiance aux techniciens? Avons-nous de l'expertise nécessaire? Oui, mais pourquoi l'État fait fi, n'est-ce pas, de cette expertise? Là, il faudrait peut-être demander à ceux qui sont aux affaires pourquoi ils font. Parce que l'expertise, non seulement elle est locale, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont été formés à l'étranger. Ils sont là. Nous sommes nettement moins chers que les cabinets étrangers que l'on paye. Alors que quand vous voyez, pour ceux qui ont été dans les entreprises qui utilisent ces cabinets étrangers, vous comprenez que la compétence même de ceux qu'on nous envoie ici, c'est certainement la meilleure. Donc tout ce que nous demandons, c'est encore une fois de mettre le curseur sur ce qui est essentiel. Des hommes et des femmes pour aider ce gouvernement à mener notre pays sur la voie de l'émergence effective, il y en a. Reste simplement à les choisir et les mettre en orbite. Et ce que nous demandons, c'est que l'émergence, c'est dans 21 ans. Exactement, si tout ouvre en place. C'est donc maintenant qu'il faut mettre en orbite une nouvelle génération de promoteurs d'entreprises, de capitaines d'industrie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un renouvellement des élites. C'est comme l'alternance en politique. Le renouvellement des élites, c'est l'oxygène même de la démocratie, mais surtout c'est l'oxygène du développement. Tant que ce sont les mêmes qui, depuis 30, 40, 50 ans, gèrent les mêmes choses, avec les mêmes méthodes, alors que le monde a changé. Donc ça ne peut pas donner. Donc il faudrait qu'il y ait quelque chose qui aille dans ce sens-là. Donc pour vous, il faut une révolution et non une évolution. Ce que les Italiens appellent l'aggiornamento, c'est-à-dire une refonte complète des modes opératoires pour ce qui est de la gestion des ressources humaines dans notre pays. Et les ressources humaines, Dieu merci, ce pays en compte énormément. Parce que, à titre d'exemple, le Cameroun est avec le Sénégal le seul pays d'Afrique noire au sud du Sahara à avoir au moins un diplôme dans toutes les grandes écoles occidentales de ce monde. Donc vous comprenez que c'est une grâce que ce pays a. Le problème, c'est que ces élites-là ne sont pas utilisées à bon escient, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou dans la diaspora. Le Sénégal, pour parler de lui, a déjà réussi à faire ça en créant le fameux FES, le Fonds d'appui aux investisseurs et sénégalais de l'étranger. Ça permet donc à ce que la diaspora puisse avoir les moyens et les leviers de financer l'économie du pays. Alors, lorsqu'on parle de création d'entreprises, on ne parle pas seulement de cette facilitation au niveau, par exemple, des dossiers, au niveau de l'acquisition d'un lopin de terre ou d'un permis de bâtir. Il y a également l'accès à Internet, l'accès des voies qui doivent être, n'est-ce pas, praticables et opérationnelles pour que l'on puisse partir du port avec sa marchandise et aller parfois le dépoter dans un cadre approprié. Est-ce qu'on ne pensait pas qu'il y a également ce facteur-là qui entrave l'évolution de ce secteur? Oui, justement, on revient toujours à peu près au même problème, celui des hommes. Vous savez, le tout n'est même pas de créer des entreprises. On les crée pour quoi faire? Celles qui existent déjà n'ont pas de travail. Je vous rappelle que l'espérance de vie d'une petite et moyenne entreprise, c'est moins de 3 ans. Donnons d'abord du travail à celles qui existent. Il y en a 104 000 sur les 105. À peu près 359 000 sur les 400 000 dans l'informel. Donnons-leur du travail. Donnons-leur de l'argent, structurons-les. Première étape. Deuxième chose, c'est que le gros de ce qui nous manque dans notre pays, c'est l'économie du savoir. C'est pour ça que dans les propositions que nous avions faites à la CPME, c'est de faire en sorte que cette émergence dont parle le président de la République, c'est 3 choses que nous avons proposées. Mettre en place pour les 21 années qui nous séparent de 2035, une loi de programmation économique qui fasse que tous les septennats puissent faire un suivi évaluation, notamment dans le Cameroun Business Forum, pour que ça ne soit pas simplement une réunion où l'on se rend compte, qu'on n'a fait que 41% du travail qui a été demandé. Deuxième chose, faire en sorte qu'il y ait un visage à l'émergence, c'est-à-dire créer un grand ministère de l'émergence qui engloberait tous les secteurs qui intéressent l'émergence, c'est-à-dire le transport, l'aménagement du territoire, l'énergie, etc. Les PME, à la structure actuelle du ministère des PME, lui ajouter 2 éléments qui lui manquent. Ça veut dire quoi? L'économie numérique et également l'innovation. Pourquoi l'économie numérique? Parce que l'économie d'aujourd'hui, c'est le secteur quaternaire, c'est l'économie du savoir. Or, rien n'est fait dans notre pays dans le sens d'Internet. Il n'y a pas du e-commerce dans notre pays. Or, nous proposons que cela soit adjoint à ce ministère et surtout, c'est un ministère qui doit normalement revenir au secteur privé. Parce que le privé est mieux outillé pour animer le secteur privé. Qu'il y ait, encore une fois, un mix entre le public et le privé. Nous n'avons rien contre le fonds de Socionara, mais l'économie, partout dans le monde, où l'économie s'est développée, c'est pas dans une économie administrée, c'est dans une économie libérale. Donc, libéral veut dire secteur privé, initiative privée. Alors, vous posez là le problème qui semble, n'est-ce pas, plomber notre émergence et empêcher les investisseurs d'investir au Cameroun, que ce soit étrangers ou nationaux. Mais au-delà des hommes qui doivent, n'est-ce pas, conduire, donner, n'est-ce pas, une certaine impulsion à cette nouvelle dynamique, il faut également revoir l'environnement. Alors, on doit investir où? Est-ce que nous avons des espaces appropriés? Disons que au-delà des zones industrielles ou autres.
Non, nous avons de l'espace. Regardez bien, la densité au kilomètre carré, elle est très faible. 475 000 km carrés de superficie du Cameroun, à peu près 22 millions d'habitants. Donc vous voyez qu'il y a très peu de Camerounais au kilomètre carré. Non, il y a de l'espace. Nous pouvons très bien... Ou alors il faut créer d'autres zones... D'autres zones, c'est-à-dire mettre notre pays dans le sens de la mouvance. Je prends l'exemple de ce qu'a fait l'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie est devenue aujourd'hui l'atelier de l'atelier du monde. C'est-à-dire que la Chine n'est plus le sous-traitant du monde. La Chine vient sous-traiter en Éthiopie. Qu'est-ce que cela pour avantage? C'est de faire en sorte que l'Éthiopie a un taux de croissance qui est le double du Cameroun. Or, l'Éthiopie aussi est sortie d'une période de troubles énormes, coup d'État sur coup d'État, régime dictatorial, mais depuis 15-20 ans, depuis l'ancien Premier ministre Meles Zenawi, on est passé à ce niveau-là. Donc, mettre notre pays dans ces dispositions-là. Le Maroc a fait la même chose. Vous savez que France Télécom, l'ensemble de ces centres d'appel ne sont plus en France, ils sont au Maroc. Donc, nous avons la chance d'être le pays phare de la sous-région. Nous pouvons donc faire en sorte que l'ensemble des investissements étrangers qui arrivent à la zone CEMAC transitent par le Cameroun. Nous avons 60% du PIB de la sous-région dans notre pays. Pourquoi nous ne bénéficions pas de ça? Aujourd'hui, dans les classements internationaux, 2 pays sont passés devant nous. Le Gabon et la Guinée équatoriale. Le Gabon envisage d'être émergent en 2025. Vous voyez la honte pour notre pays. Si le petit Gabon, excusez-moi d'utiliser l'épithète petit, arrivait à émerger en 2025, nous, le grand Cameroun, 10 ans plus tard et encore. C'est pour ça que nous pensons encore une fois qu'il faut revoir complètement l'architecture de l'émergence, proposer de nouvelles solutions, mais surtout proposer de nouveaux hommes, parce que ce sont ceux qui rentrent aujourd'hui dans la logique de l'émergence qui seront ceux qui vont demain la mettre effectivement sur pied. Parce que le risque, c'est quoi? Vous avez parlé des objectifs pour le millénaire. Les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Ça fait 15 ans, l'année prochaine. Le deadline, c'est en 2015. Je vous mets au défi de trouver un pays africain qui a réussi à 100% les 15 objectifs qui sont fixés là-dedans. Ça nous rappelle également le plan d'action de Lagos, santé pour tous en l'an 2000. 14 ans après l'an 2000. Pensez-vous, on va toujours de choléra. Voilà, qu'il y a la santé pour tous dans ce pays ou dans ce continent. Donc voilà, évitez de parler de slogan politique, passer du slogan politique à quelque chose de concret. C'est pour ça que le chef d'État lui-même est passé des grandes ambitions, dont la vision, aux grandes réalisations. Et la troisième étape qu'on oublie, ça s'appellera les grandes réussites. Or, pour que ça devienne des grandes réussites, il faut donc qu'on passe aussi par des grandes concrétisations. Et ça, il a commencé par les projets structurants. Ce que nous demandons, c'est que ces projets structurants aient un impact sur le panier de la ménagère, c'est-à-dire qu'il y ait un impact sur l'économie locale. C'est pour ça que nous avons proposé encore dans le cadre de la CPME la plateforme pour que tout ce qui est investi dans ces grands projets de l'État non seulement respecte la loi qui fixe 30% des marchés de sous-traitance au PME, mais surtout que tout ce qui est économie sui generis autour des projets profite au PME. Je prends l'exemple du pont sur le Gorée. Nous avons saisi Sogea Satom. Nous avons salué ce qu'ils ont fait en étant en partenariat avec l'école polytechnique. Nous leur demandons maintenant de faire en sorte que l'ensemble des micro-travaux qui accompagnent la construction du pont soient réservés exclusivement aux PME camerounaises. La restauration, le transport, le logement, etc. Pour éviter que, par exemple, la restauration pendant ces 44 mois de projet soit donnée à une entreprise française, Sodexo pour ne pas la citer. Voilà un exemple concret. Mais parfois on évoque le manque d'expérience de certaines petites et moyennes entreprises. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait que ces petites et moyennes entreprises-là se regroupent pour être encore plus forts et surtout soient de plus en plus qualifiées pour ce qui est, n'est-ce pas, de la ressource humaine? Justement, c'est pour ça que notre projet d'externalisation trouve tout son, j'allais dire, tout son sens. L'expérience, c'est comme pour tout. Vous savez, les jeunes stagiaires que l'on prend des entreprises, le reproche qu'on fait souvent, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais pour avoir d'expérience, il faut déjà travailler. Voilà, donc, donnez-leur du travail. Des cabinets experts vont les accompagner. Et demain, on va les remettre à nous. N'oubliez pas que le but d'une PME, c'est de devenir une grande entreprise. C'est comme un bébé qui naît. Il a vocation à devenir grand. Vous et moi, nous fûmes bébés. Nous sommes aujourd'hui des adultes. Nous avons même des enfants. Donc, il faudrait donc que ces PME, au bout de 3-4 ans, sortent de statut de PME et deviennent de grandes entreprises. Or, dans notre pays, il n'y en a pas. Or, le but de la CPME, c'est justement de faire en sorte que les 104 000 PME qu'il y a dans ce pays deviennent à terme de grandes entreprises. Voilà l'enjeu. Et de jour en jour, on en trouve. Il y a des jeunes qui ont de l'ambition, qui veulent créer des entreprises au Cameroun. L'État a quand même réussi à mettre en place ce centre de formalité pour la création des entreprises. Et on nous fait savoir que depuis 2010, on a pratiquement 1 867 entreprises qui ont été créées. Est-ce que vous croyez à ce chiffre? Non, le chiffre, vous savez, moi j'aime, on va appeler ça la déformation professionnelle. Je suis contrôleur de gestion de formation. Quand personnellement je balance un chiffre pour mon reporting, j'accompagne le chiffre d'un détail de tout. Voilà, donc 22 000 créations d'emplois. Soit d'entreprises, soit, mais dans quel domaine? Quelles entreprises, dans quel secteur, avec quel promoteur. Voilà le travail d'intendance que, après une annonce de cette nature, les services administratifs devraient faire. C'est exactement comme les 225 000 emplois que le président de la République a proclamé
que le Cameroun a créé dans le secteur privé comme dans le secteur public. Normalement, au bout d'un discours comme ça, l'intendance devrait sortir un état exhaustif pour montrer que la parole présidentielle est crédible. Parce que je pense qu'elle est crédible. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel secteur ça a été fait. Est-ce que ce sont des secteurs porteurs de croissance ou pas? Voilà le travail qui manque aujourd'hui, justement parce que on reste dans la logique des effets d'annonce. Or, en économie, c'est un monde de concepts. Il faut être concret. Or, c'est ça qui manque. Et en plus, encore une fois, 22 000 nouvelles entreprises créées, une fois de plus, pour faire quoi? Si elles sont créées sur le papier, pour ne pas exister au bout de 3 ans, pour n'avoir aucun marché, pour n'avoir aucun travail, nous, ça nous intéresse pas. Qu'on donne du travail d'abord à celles qui existent, et sont extrêmement nombreuses. Qu'on donne du travail à celles qui sont dans l'informel pour les ramener vers le formel, parce que ça créera de la richesse, mais surtout, ça ajoutera aux recettes fiscales de l'État. Vous imaginez 400 000 entreprises dans ce pays qui sont hors circuit. Regardez vous-même la perte pour le PIB. Nous sommes à 4,8% de PIB, alors que nous visons au moins 8%. Donc, si nous pouvons faire sortir ces entreprises du secteur informel, imaginez combien de points de croissance nous pourrions gagner en faisant cela. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Camerounaise des PME, vous êtes économiste et vous parlez avec de l'expérience. Et il faut également dire que dans ce climat des affaires que l'on souhaiterait bien assainir, il y a également un goulot d'étranglement au niveau du dédouanement des marchandises, au niveau du port de Douala, où l'on n'arrive pas à circuler, où des opérateurs économiques ont transformé notre port en de grands magasins. Alors voilà autant de freins qui ne permettent pas aux hommes d'affaires de pouvoir dédouaner facilement les marchandises au port de Douala. Oui, justement, ça fait partie des boulots d'étranglement, comme vous avez dit. C'est pour ça que nous avons appelé au début de notre entretien au reformatage complet de la gouvernance économique de notre pays. Puis la douane, c'est bien, il y a beaucoup de recettes qui entrent. 693 milliards l'année dernière. La DPO, qui est généralement dépassée, c'est bien. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que tel qu'est structuré le budget de notre pays, où une grande partie de l'argent des recettes provient des recettes fiscalo-douanières, une autre partie des recettes pétrolières, la redevance SNH, et la troisième partie, voilà les 3 grandes masses, ce sont les dons et emprunts. Où est la partie industrie de transformation? Qu'est-ce qui va permettre de créer de la valeur ajoutée? Donc nous sommes dans une économie de rente, ce qu'on appelle trivialement Bayamsela. Oh, personne ne sait développer en achetant et en vendant. Oh, en achetant et en vendant même ce que nous consommons et que nous pourrions produire, nous sommes en train de pénaliser les entreprises de notre pays. Donc le but, c'est de faire comme beaucoup de pays ont fait, dont la Chine qui est un modèle. Fermer les frontières à l'importation de ce que nous pourrions produire ou produire soit localement. Je prends l'exemple. Nous avons vu cette semaine, début de semaine, on a inauguré l'usine de production du manioc, de tout ce qui va être pour farine de manioc, amidon, etc. Vous savez ce que, en conclusion, on s'est dit, ben, il faudra atteindre 120 tonnes de production par an. Or, le Cameroun est incapable de produire 120 tonnes de manioc, alors que le manioc est un produit alimentaire consommé au moins dans la moitié de notre territoire. Donc, vous voyez le genre de travail qu'il a fait. Le problème, c'est quoi? C'est que les Indiens et les Chinois qui sont en train de construire l'usine, ce sont les mêmes Indiens et Chinois qui demain vont passer par derrière, si je puis dire, commencer à produire le manioc qu'ils ne connaissent pas parce que c'est pas dans leur culture alimentaire pour venir nous revendre notre propre manioc. Voilà autant d'entraves au développement de notre pays. Il faudrait que on ne mette pas la charrue avant le bœuf, c'est-à-dire en mettant la charrue comme mettre le bœuf en même temps, mais surtout qu'il y ait une pensée globale pour tous les projets qui sont mis en œuvre. Voilà un exemple concret de ce qu'il faudrait faire. Donc la douane c'est bien, mais on peut nettement faire. Alors je voudrais qu'on évolue bien évidemment avec ce sujet qui est très intéressant, pouvoir d'ici 20 ans, ça sera déjà l'atteint notre objectif pour l'émergence à l'horizon 2035. Mais on a encore l'impression que ce n'est que dans les bureaux que l'on pense à cette émergence. Et que concrètement, comme on vous l'a dit tout à l'heure sur le terrain, il n'y a pas encore, on ne ressent pas cela. On ne ressent pas que nous sommes en train d'avancer vers cette émergence à l'horizon 2035. Justement, c'est pour ça que je disais... Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait des indicateurs? Les indicateurs, justement, c'est de revenir à ce que le gouvernement avait commencé à faire. Je parlais tout à l'heure du projet Promaga, donc le projet de modernisation de l'administration camerounaise par la gestion axée sur les résultats. L'État avait pris 9 ministères pilotes et a commencé à les évaluer. On a parlé des feuilles de route. Donc, il faut simplement réactiver ces choses-là qu'on appelle feuilles de route, qu'on appelle Promaga. Pourquoi? Pour que l'État ait les moyens de juger au jour le jour l'action qui est menée. Pour que les conseils de cabinet autour du PM soient des moments d'évaluation du travail des ministères sur le terrain. Et surtout que l'émergence, il y ait une pédagogie de l'émergence. La boussole même de cette émergence, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, combien de Camerounais l'ont déjà vu? Pourquoi on ne peut pas le mettre en ligne, le télécharger? Le comité de compétitivité met en ligne tous les textes de loi à caractère économique que le chef de l'État signe, tous les décrets, notamment le décret sur les incitations fiscales, il est en ligne. Pourquoi on ne met pas le DSE en ligne?
Pourquoi on ne le met pas sur le portail du gouvernement spm.gov.cm? Voilà autant de choses qui permettraient à tous les techniciens et à tous ceux qui veulent savoir exactement ce que c'est que l'émergence et ce que c'est que le programme, la matrice d'action prioritaire de l'État qui mène à cette émergence. Or, la pédagogie autour même de l'émergence n'est pas faite. Et surtout, comme je vous le disais, il n'y a pas une figure de l'émergence. Quand vous parlez de l'émergence, c'est au moins 6 ministres qui sont autour de ça. Prenons l'exemple de la France, c'est notre modèle, c'est notre deuxième partie, si je puis dire. Quand l'écologie est devenue quelque chose de fondamental dans l'économie française, le président Sarkozy a mis en place un grand ministère de l'écologie qui avait autour de lui l'aménagement du territoire, le logement, les transports, l'énergie. Ça a donné quoi? Ça a donné le Grenelle de l'environnement qui a donné quoi? Des lois qu'on voit aujourd'hui, l'équitaxe, l'écotaxe, la taxe carbone, etc. Donc faisons le même ministère autour d'un grand ministère des infrastructures qui engloberait tout cela, ce qui permettait de donner encore une fois un visage unique à l'émergence et surtout de faire en sorte que cet homme-là qui va gérer ce genre de ministère puisse avoir les leviers, les coudées beaucoup plus franches pour agir. Parce qu'aujourd'hui, les ministres ont des attributions bien précises, difficiles pour celui des PME d'aller sur le terrain du commerce, d'aller sur le terrain de l'énergie, etc. Donc autant de blocages, parce que vous savez, le triptyque dont j'ai parlé, structure, méthode, homme, il faut savoir jouer tel les leviers, tel les pédales d'une voiture entre l'accélérateur et l'embrayage. Voilà comment l'économie se gère. C'est pour ça que d'autres pays avancent et que le nôtre continue à piétiner. Sortons de l'économie, vous parlez de cette journée internationale de la femme. Elle célébrait donc cette semaine à travers le monde entier. Aujourd'hui, la femme camerounaise également devrait participer activement à cette émergence que nous envisageons à l'horizon 2035. Si, bien sûr. La femme, vous savez, permettez-moi de rendre hommage à la mienne, à mon épouse qui me regarde certainement, la mère de mes 2 enfants, pour lui souhaiter bonne fête. Mais surtout, la femme, vous savez, dans le secteur informel dont on parlait, 35% de l'informel, ce sont des femmes. Or, vous savez, le dynamisme qu'ont les femmes. Donc voilà autant de chantiers que le gouvernement devait mettre sur pied pour que, justement, les femmes prennent les choses en main, prennent le relais et prennent le pouvoir. Et puis surtout, on aimerait voir des femmes aux plus hautes responsabilités dans notre pays. C'est ça qui montre qu'elles ont atteint le niveau qu'on voulait qu'elles atteignent. Il n'y a pas de femme gouverneur, il n'y a pas de femme générale. Voilà, il n'y a pas de femme à des postes régaliens. Une femme n'a jamais été ministre de l'économie au Cameroun, comme c'est le cas en France. Une femme n'a jamais été ministre de la Défense, comme c'est le cas en France. En Allemagne actuellement, en Espagne, ce fut le cas, etc. Autant de choses. Et beaucoup de femmes dirigent dans le monde. Christine Lagarde est à la tête du FMI. Catherine Samba Panza, sans oublier Angela Merkel, etc. Donc, depuis qu'elle est là, ça fait 3 mandats, Angela Merkel. Donc, ça veut dire que ça peut donner. Et ça donne, puisque l'économie allemande reste la plus performante de la zone euro. Ça prouve bien que même quand c'est une femme, au contraire, au mieux, même quand elle est au pouvoir, c'est peut-être encore mieux. Donc, le tout, c'est comme pour les jeunes. Donner plus d'espace à la jeunesse, donner plus d'espace aux femmes. Et que la journée internationale de la femme ne soit pas seulement l'occasion de danser, de chanter, de faire la fête comme on dit, mais également de réfléchir à la place de la femme dans cette émergence-là et à travers la femme, la place de la jeunesse, puisqu'il y a beaucoup de femmes dans les jeunes Camerounais pour l'émergence 2035. Merci Monsieur Marius Baha d'être venu et nous espérons pouvoir vous avoir chaque fois que l'opportunité se présente. Ok, mais je vous remercie de m'avoir invité et je termine par cette citation de Léonard de Vinci. Il y a 3 catégories de personnes dans le monde. Il y a celles qui voient, il y a celles qui voient quand on leur montre et celles qui ne voient jamais. J'espère que ceux qui nous ont écoutés se situent dans la bonne des 3 catégories. La femme a encore fait parler d'elle à travers le monde cette semaine. À l'occasion de la journée internationale à elle consacrée, elle a montré aux yeux de l'homme qu'elle n'est pas un sexe faible, qu'elle peut au même titre que lui occuper des postes de responsabilité, qu'elle a un rôle majeur à jouer pour relever les défis afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Que ce soit au boulevard du 20 mai à Yaoundé, qu'à la place du LDR à Douala, tout comme dans les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun, les femmes se sont mobilisées pour donner de la voix et de la couleur à cette fête internationale. Reportage. Des femmes déterminées à s'affirmer dans la société ce matin à la place de l'UDEAC. Elles semblaient regarder toutes vers la même direction, celle de l'autonomisation pour les objectifs du millénaire pour le développement, un défi à relever qui passe par certaines règles. Et les autorités présentes sont venues les accompagner dans cette démarche. Plusieurs carrés, mais aussi plusieurs femmes des administrations publiques, des sociétés publiques et privées, des médias et des associations. La Journée internationale de la femme s'inscrit cette année dans une logique de contribution des femmes au développement local. Année après année, elles en prennent conscience. Ça a été une très grande parade, bien organisée. Vous avez constaté par vous-même la forte mobilisation qu'il y a eu dans tous les arrondissements de la ville de Douala, du département du Vouré.
Les participantes au défilé ont renouvelé leur engagement à apporter leur contribution dans la construction et l'édification du Cameroun si cher. Toute la fête s'est bien passée. Vous avez bien suivi le message du gouverneur de la région du littoral qui a exhorté toutes les femmes qui étaient toutes belles aussi. Et vous avez aussi vu la diversité des femmes. Il a été très bien organisé. En 2 heures, nous avons vu des femmes qui défilent dignement. Et je pense que nous allons atteindre les objectifs du millénaire dans la dignité. Le défilé n'était que l'apologie de tout ce que nous avons fait pendant les activités marquant cette journée. Donc les femmes sont venues cette fois-ci par leur démarche, par leur comportement. On a compris que elles ont appris, elles savaient pourquoi elles défilaient, elles savaient quel était le thème. Et voilà, et c'est pour ça que tout s'est bien passé. L'édition de cette année est ainsi le point de départ de plusieurs objectifs que les femmes se sont fixés en termes de développement durable. Je viens vous parler de cette journée internationale de la femme, célébrée donc cette semaine à travers le monde et spécialement au Cameroun. Je reçois comme invité Solange Ngou, qui est professeure de français et censeur au lycée d'Aquanor, c'est la capitale comique Douala. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Alors, les femmes, dans leur immense majorité, ont célébré cette semaine, le 8 mars, une fête célébrée au Cameroun à travers plusieurs activités. Vous avez pris part à une cette semaine? Oui, hier j'ai assisté à la table ronde qui est organisée dans mon établissement scolaire, le lycée d'Aquanor, pour une célébration locale. Et la veille, j'ai participé au match contre un autre établissement tout à côté de nous, Collège Nal. Nous avons joué au handball. Alors, les manifestations dans votre établissement tournent autour de quoi? Autour du thème principalement, parce que en tant qu'établissement scolaire, nous n'avons pas beaucoup d'espace pour pouvoir fêter autrement qu'avec les élèves dans les salles de classe. Donc nous avons trouvé un cadre. Fort heureusement, cette année, c'est un samedi. Ça a été un samedi. Donc cela nous a permis de ne pas sortir des salles de classe. Donc la sensibilisation s'est faite au sein de l'établissement? Oui, au sein de l'établissement. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez dit à ces jeunes femmes, à ces jeunes élèves aujourd'hui dans votre lycée? Bon, disons que la conversation la causerie a eu surtout lieu entre les enseignants. Pour les élèves, nous parlons depuis 2010 des OMD au lycée d'Aquanor. Nous avons animé des espaces de permanence avec les élèves, des cérémonies de levée de couleur avec l'espace OMD. Fort heureusement, l'actualité nous donne raison pour un projet que nous avons commencé à 4 ans. Donc nous comprenons quand même quelque chose aux OMD. Alors vous êtes professeur de français, censeur, ça veut dire que la femme a sa place et son rôle à jouer dans la société? Inévitablement, je ne crois pas que ce soit encore une question aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, c'est bien ça. Depuis Adam et Ève, c'est bien ça. Mais on se rend compte au quotidien que la femme veut toujours être l'égale de l'homme. On parle d'égalité de sexe. On veut... C'est comme si tout s'articulait autour de cette égalité. Et pourtant, la femme, dans d'autres secteurs d'activité, peut émerger sans avoir forcément besoin de mettre cette égalité-là en valeur. Égalité entre guillemets. Égalité relative, je voulais dire. Donc, l'égalité ne saurait être parfaite entre l'homme et la femme. Ça, c'est mon avis là-dessus. Et je crois que les débats qui évoluent permettent aux uns et aux autres de le comprendre, qu'il n'y aura jamais d'égalité entre l'homme et la femme. Mais il y a plutôt que de la complémentarité. À la complémentarité. Aujourd'hui, les femmes se plaignent qu'elles n'occupent pas des grands postes de responsabilité. Et est-ce que c'est ça la finalité, ces postes de responsabilité? Est-ce qu'il faut en arriver là-bas pour qu'aujourd'hui la femme puisse contribuer à l'émergence du Cameroun? Je crois que la finalité, c'est d'abord l'épanouissement. L'épanouissement qui est d'abord personnel. On peut avoir des postes de responsabilité sans pourtant être épanoui. Donc je crois que le plus urgent, c'est l'épanouissement de la femme. Les postes de responsabilité seraient un accessoire non négligeable. Mais je crois que l'épanouissement autour des thématiques, autour des éléments qui peuvent lui permettre de se sentir vraiment femme pleinement,
sans véritablement vivre certains complexes qui pourraient plutôt la réduire. Donc je crois qu'on gagnerait à mettre l'attention, à porter l'attention sur l'épanouissement de la femme dans la maîtrise des différents textes, dans la maîtrise des différentes décisions qui sont prises au niveau international et au niveau national, pour leur permettre de passer le message aux autres femmes qui ne sont pas encore averties, pour tirer le maximum de femmes dans cette éducation-là. Je crois que ça, à mon sens, c'est le plus important. Quand on parle de l'autonomisation, de l'autonomie de la femme, est-ce la femme mariée, la femme célibataire? Toutes les femmes, puisque dans la femme, on parle du sexe féminin et de la jeune fille. Il ne faudrait pas que la fête de la femme soit très focalisée vers la femme adulte. Sinon, la petite fille aujourd'hui ne se sentira pas femme demain. Donc je crois qu'on gagnera aussi à donner plus de place aussi aux jeunes filles, aux toutes petites filles, pour voir comment elles grandissent véritablement dans leur... Les concepts évoluent hein, culturellement sur tous les plans. Donc aujourd'hui, on ne peut plus voir la femme comme on la voyait dans les années 50, et nous sommes en un début de siècle, début du 21e siècle. Pour vous qui avez été à l'école comme moi, vous savez que les débuts de siècle sont marqués par de très grandes innovations, et nous sommes en train de jeter les bases de ce 21e siècle dont nous avons la lourde responsabilité. Et vous parlez de la lourde responsabilité, surtout vous portez cette jeune fille à penser à cette émergence, à penser qu'elle doit aller à l'école, qu'elle doit apprendre à se prendre en charge. C'est à peu près cela que l'on entend par être autonome, mais toujours avec l'appui de l'homme. Oui, avec l'appui de l'homme, avec l'appui de tous les autres membres de la famille, avec toutes les autres personnes dans la société, avec les collègues de service, avec la hiérarchie. Bref, on ne saurait évoluer aujourd'hui dans un monde solitaire. Sinon, on est seul dans un monde plein et puis il n'y a pas épanouissement du tout. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la femme camerounaise est assez épanouie, contrairement aux années antérieures? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous font voir cet épanouissement, cette femme qui est un peu partout aujourd'hui, cette femme qui n'est plus marginalisée? Tout cela est assez relatif et rentre dans un processus qui continue son cours. Mais je crois que c'est perceptible. Chacun peut, si nous faisons seulement un retour en arrière avec les générations de nos mamans, on peut bien voir que beaucoup de mamans se sont battues pour que leur fille arrive où elle n'était pas arrivée là avant nous. Donc il nous appartient aussi de nous battre pour que les générations qui arrivent puissent aller au-delà. Donc on est dans un monde vraiment perpétuellement en progression et on gagnerait à ne pas se marginaliser. On gagnera à ne pas se marginaliser, ça c'est bien dit. Alors je voudrais qu'on parle, puisque vous êtes une femme, cette semaine également, on a parlé des déchets plastiques. Vous savez que d'ici le mois d'avril, tous ces plastiques non biodégradables ne seront plus mis en circulation. Alors, vous qui êtes une femme, il vous arrive toujours d'utiliser ces plastiques. Alors, une telle décision va certainement vous amener à retourner aux feuilles de manioc et de bananier. Peut-être même sans feuilles de bananier, sans feuilles de macabo. Mais je crois que la mesure n'a pas été suffisamment expliquée. C'est une mesure urgente. Et la grande majorité des Camerounais ne comprend pas encore pourquoi on en est arrivé là. Et c'est ça qui me semble être le problème. Et aller au marché aujourd'hui, un mois avant cette décision, vous prendrez autant de plastique que vous voudrez sur le marché. Donc, vous paraissez même bizarre lorsque devant la marchande, vous lui dites non, j'ai pas besoin de plastique. J'ai bien peur que le 1er mars, que cette décision-là soit très brutale. 1er avril. Que cette décision soit très brutale. Parce que tout le monde n'a pas encore compris dans les différentes associations. C'est vrai que la femme est la plus grande consommatrice du fait du poste qu'elle occupe dans la maison et dans la société. Mais toujours est-il que si, à l'époque où on n'en utilisait pas, c'est parce qu'il n'y en avait pas sur le marché. Maintenant, il y en a vraiment à profusion. C'est devenu même, vous voulez un morceau de pain, on vous le met dans le plastique. Vous ne voulez rien, on vous donne le plastique. Des gens ont même de la peine à comprendre ce que c'est que les plastiques non biodégradables. Moi, dans l'explication qu'on m'a donnée, on m'a dit c'est le plastique qui coûte des 0 à 100 francs. Parce que celui-là, il est anonyme, on le jette partout, alors que celui qui coûte à partir de 100 francs, on peut le conserver pour plusieurs autres usages. Donc, en fait, il est réellement moins polluant. Mais tout aussi à côté, je crois que si les uns et les autres essayent de s'informer, ce qui n'est pas toujours évident, mais j'ai bien peur que la mesure ne... Et surtout que ça va un peu coûter un peu plus cher à la ménagère.
Parce qu'on pourrait facilement s'offrir sans plastique à moins de 200 francs CFA, mais certainement... Mais je crois que si la ménagère était suffisamment sensibilisée, elle comprendrait qu'au lieu d'acheter le plastique à 100 francs, elle n'en achèterait pas et elle gagnerait 100 francs. Surtout qu'il me semble que lorsqu'on regarde les années antérieures, nous avons été la génération la plus polluante. Les emballages qui ont de la peine à se dégrader seront hors d'usage d'ici le mois d'avril 2014. Le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature a organisé cette semaine à Douala une foire pour présenter aux consommateurs les nouveaux produits qui seront bientôt homologués sur le marché de l'emballage plastique au Cameroun. Jean-Christian Akam y était. Voici son compte rendu. C'est sous le signe de l'interdiction des emballages plastiques non biodégradables que se célèbre la journée de l'emballage à Douala. Ce 4 mars, l'enjeu est socio-économique, la date butoir étant fixée au 24 avril prochain. L'enjeu, c'est que il va falloir que les fabricants, les importateurs, les distributeurs et même les consommateurs, ça rime à la nouvelle donne, c'est-à-dire de mettre à disposition des emballages plastiques biodégradables ou alors d'épaisseur suffisante. Vu du secteur public, la problématique que posent les sachets plastiques souples va améliorer qualitativement nos produits, leur permettre d'accéder au marché extérieur, développer de nouvelles alternatives et surtout induire une amélioration sensible de la balance commerciale. Si nous ne pouvons pas nous arrimer à ces normes, voyez, nos produits ne seront pas appréciés. Et voyez donc qu'il y a ce problème de qualité qui est régressif. Quant au secteur privé, il faut s'attendre à des surcoûts de l'ordre de 10 à 15% dus à la révision des équipements de production et à l'importation des additifs susceptibles de rendre les plastiques biodégradables. Surplus de charges qui sera certainement imputé au prix de vente aux consommateurs. En dehors de ces emballages plastiques, on a également parlé dans la capitale économique Douala de ces camions et de ces conteneurs qui tuent. Une femme enceinte a été d'ailleurs écrasée, elle était presque à terme par un camion, et son fils de 2 ans également. Alors comment une situation comme ça est perçue pour une maman comme vous? Vraiment, c'est le paradoxe parce que nous sommes en pleine célébration de la fête de la femme et que cela arrive à une femme. Je crois que les autorités compétentes ont pris en main la gravité de la situation. Mais avant ce camion-là à Aquanor, il y a eu un autre camion qui a écrasé un chauffeur de taxi. Sous tous les cieux, l'être humain, c'est un être humain, hein, sous toutes les formes. Ça aurait pris un aliéné mental que ça resterait un être humain. Mais je crois qu'il y a des choses qui devraient être faites quand même avant que ces engins de la mort soient mis en circulation. Surtout que c'est un grumier. Il est resté peut-être stationné 1 semaine et plus, avec tout ce que cela a entraîné comme autre situation dans les pertes de temps et les embouteillages et autres. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Tout semble résolument en marche au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tout comme au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour améliorer la qualité de la production et surtout la qualité de nos semences. Plusieurs conventions ont été signées dans ce sens dans la capitale politique Yaoundé entre le ministre du Développement rural et de l'Agriculture, l'IRAD et les bailleurs de fonds, entre le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et l'Institut de recherche agricole pour le développement. Jackson Bozor et Arlette Debo Andébé pour les 2 comptes rendus. À table, pour la dégustation des produits dérivés du manioc made in Cameroun. Le réseau national des multiplicateurs des semences d'igname et boutus de manioc s'expose. Nous fabriquons la farine, l'amidon, les cossettes et puis tous les autres mets comme le bois. Le gouvernement de la République veut faire passer la production du simple au double, voire au triple,
en y ajoutant du maïs et du sorgho. Le projet va pour la phase de démarrage concerner 3 zones agroécologiques, la zone du littoral du sud-ouest, la zone centre-sud-est et la zone de l'est et la grande zone septentrionale, notamment pour le sorgho et le maïs. Mais il faut compter sur les partenaires. D'où la signature d'une série de conventions ce jour à Yaoundé entre Essimou Meigné, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, les agro-business, les instituts de recherche agricole, les coopératives et institutions financières. C'est un projet ayant bénéficié d'une avance de préparation, avances qui ont permis de faire certaines activités sur le terrain. Ces activités, c'est la mise en place des parcs à bois, qui sont le résultat du programme national de développement des racines et tubercules, la mise en place des centres semenciers, l'organisation des GIC et des unions de GIC en coopératives, non coopératives fictives, en des coopératives réelles. 30 000 ménages seront bénéficiaires, une véritable niche d'emploi pour les jeunes. Nous allons créer à peu près, de manière directe ou indirecte, 200 000 emplois. 50 milliards pour le financement, dont la grande partie assurée par la Banque mondiale. C'est maintenant de trouver comment les moyens et les instruments, comment transformer cette agriculture, et ce qui est très important dans cette démarche, c'est vraiment faire toute la chaîne de valeur. Un projet d'avenir inscrit dans la durabilité. Le Cameroun veut faire autant que le Nigeria qui a reçu cette belle expérience. Avec le début des appels d'offres dès septembre, le projet sera mis en route dès 2015. Projets de produits à grande consommation financés par l'Agence française de développement à travers le contrat de désendettement et de développement, le C2D. C'est au total 6 conventions signées ce jour entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Nous atteler à vulgariser les spéculations qui portent sur ce que nous consommons le plus, à savoir le plantain, le riz, le sorgho, les pommes de terre, les haricots. Bon, et en plus de cela, nous allons aussi faire des études pour améliorer le café et le cacao. Les 6 projets de recherche agronomique seront menés entre 2014 et 2016. Ces recherches ne sont pas de la recherche pour faire du papier et aller dans des conférences internationales. Ce sont des recherches pour servir les producteurs qui sont concernés. Donc il y a eu déjà un certain nombre de réunions pour préciser un certain nombre de points, valider un certain nombre de priorités, de manière à ce qu'ensuite la recherche soit au service de l'agriculture camerounaise, soit au service des agriculteurs camerounais. C'est une fois de plus l'expertise des chercheurs camerounais de l'IRAD et celle du CIRAD qui s'en trouvent ainsi valorisés. Ce qu'on attend de l'IRAD, c'est que l'ensemble de ces équipes de recherche se mettent développent les actions de recherche dont nous avons besoin, dont les producteurs ont besoin, et soient conscients qu'ils doivent répondre à des vraies réalités sur le terrain, des vraies demandes, et que les travaux de leur recherche auront un impact sur la qualité et la quantité des productions. Les conventions de ces 4 mars s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui à la recherche agronomique sur un financement estimé à 5,4 milliards de francs CFA. Je voudrais que l'on poursuive cet entretien tout en rappelant à nos téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes professeur de français et censeur au lycée d'Aquanor et que vous êtes également, sur le plan culturel, vice-présidente du CERDEN. Oui, le Cercle de réflexion pour le développement du Noun, oui, qui est l'organe marketing du Ngouen depuis 2008. Et nous essayons de faire, sous la houlette du docteur Fatima Toupoumier, ce que nous pouvons faire pour donner au Ngouen vraiment une marque indélébile pour les générations futures et présentes. Vous parlez de marque indélébile, le thème de cette année. Quel héritage laissons-nous à nos enfants? Alors qu'est-ce que vous allez laisser à ces enfants comme héritage? On sait quand même que le peuple Bamoun a une culture assez riche et diversifiée. Est-ce que vous pensez que le temps d'une célébration, on peut s'approprier toute cette culture ou il va falloir l'enseigner dans la durée? Non, c'est un long processus. C'est un long processus. Le Ngouen a seulement pris une autre tournure.
Mais l'Ongwen existe depuis toujours, depuis 1394 avec le fondateur du royaume, le roi Ncharé. Il a été interrompu en 1924. Cela a porté certainement un coup dur à cette organisation. Puis il est réhabilité avec l'arrivée du sultan Ibrahim Joya, Ibrahim Bombon Joya comme roi des Bamoun. Et nous rendons surtout grâce à tous ceux qui, depuis la réhabilitation du Ngwen, se sont investis pour pouvoir asseoir les bases, parce qu'il appartenait à une génération qui certainement n'avait pas vu les précédents Ngwen avec les précédents rois. Donc il s'agit pour nous déjà de nous imprégner véritablement de notre culture, parce que pour léguer quelque chose aux enfants, il faut soi-même le maîtriser. Or, nous ne le maîtrisons pas assez, parce que les cultures, vous voyez un peu sur le plan national, ce sont toutes les cultures qui renaissent un peu de leur cendre. Il s'agit pour les générations présentes de s'approprier d'abord la culture et de pouvoir intégrer la jeunesse présente dans l'organisation à toutes les étapes pour qu'on puisse permettre un relais générationnel pour l'organisation du Ngwen. Et Canal International vous accompagne dans cette optique. Déjà il y a 2 ans, nous étions déjà là. Nous avons permis à ce que le monde entier puisse apprécier, puisse découvrir, apprécier le Ngwen. Et cette année encore, nous y serons parce que vous avez signé avec Canal une convention de partenariat dans ce sens. Une convention de partenariat qui nous a fait beaucoup plaisir. Merci Solange Ongou. Je rappelle que vous êtes professeur de français et censeur au lycée d'Aquanor ici à Douala. Vous étiez notre invité, vous parlez bien évidemment de cette célébration de la Journée internationale de la femme et parler aussi du Ngwen dont l'édition 2014 est prévue du 3 au 9 décembre du côté de Fumban. Merci d'être venu et nous espérons nous revoir sur d'autres plateaux, peut-être pour autre chose concernant bien évidemment le Festival Ngwen. Je vous remercie infiniment de l'opportunité que vous me donnez de parler de toutes ces questions préoccupantes, certainement pour nous autres qui sommes Bamoun et dont nous voulons véritablement faire le partage de notre culture avec toutes les autres cultures camerounaises et du monde. C'est la nouvelle option voulue par le sultan Ibrahim Bombon Joya. Je vous remercie aussi de me donner l'occasion de parler du projet OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, que j'ai mis 4 ans à comprendre. C'est pour dire que ceux qui veulent le comprendre aujourd'hui doivent retenir leur souffle, mais surtout s'intéresser sur les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à ces objectifs. Parce que le 21e siècle se veut un siècle du développement durable et de l'agenda 21 scolaire. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Madame, monsieur, c'était la rétrospective de l'actualité sur Canal International. Retrouvons-nous dans une semaine pour une autre édition.